Bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau conseil municipal de novembre. Vu que Christian Blochon est là, je pense que tout le monde a dû arriver. Donc, allez, on va vérifier le quorum pour commencer, pour pouvoir commencer. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je fais l'appel. Sylvain Barrier est absent excusé, qui donne pouvoir à Julia Touillère, Agnès Bossette, Christian Blachon, Anne-Sophie Bresse, Madeleine Chabanol est absente excusée, donne pouvoir à Sylvie Marcoux, Françoise Chalancon-Liotier, Bruno Dufort-Citre, Dominique Durieux, Jacques Garcia est absent excusé, donne pouvoir à Emmanuel Salgado, Martine Ginet, Frédéric Largeron, Gwendoline Lehmann est absente excusée, donne pouvoir à Bruno Dufort-Citre, Marilène Mancini, Sylvie Marcoux, Johanna Millet est absente excusée, donne pouvoir à François Polner, Bruno Moulin est absent excusé, donne pouvoir à Frédéric Largeron, Rémi Pangot, François Polner, Pascal Poineau, Monique Reynaud, Emmanuel Salgado présent, Julie Terreria, Julia Touillère. Heureusement que tu es là, sinon Sylvain Barrier, son pouvoir il valait rien. Alors, pour commencer, il faut qu'on nomme un secrétaire de séance. Y a-t-il des volontaires? Monsieur Pangot, merci. On va sortir ça de cette affaire. Donc, le procès verbal du 30 septembre 2021. Élaboré par Bruno Dufort-Citre, y a-t-il des remarques? C'est bon pour tout le monde? Pas de remarques? Pas d'abstention? Des abstentions? 5? Des voix contraires? Donc adopté, merci. Donc on aura un conseil animé par la chorale Chante encore. C'est pas désagréable. Donc je vais vous donner lecture des décisions prises en application de l'article L2122-22. Donc pour pouvoir, j'informe que la Halle a bénéficié d'un avis favorable pour l'ouverture. C'est plutôt bien pour un bâtiment neuf. C'est pour ça qu'on avait fait faire à 2 sautels donc la mise en place d'extincteurs et de plans de sécurité pour évacuer le bâtiment, ce qui est obligatoire. On a aussi acquis un défibrillateur qui est installé et qui fonctionne, au cas où, malheureusement, on est à s'en servir lors de manifestations publiques dans notre centre-bourg. J'ai demandé à l'entreprise Géolis de refaire des relevés topographiques sur la place destinée des voleurs, en vue d'obtenir éventuellement un avant-projet sommaire pour la rénovation de notre belle place centrale, vu qu'ils étaient dans le coin. Notamment aussi pour la communauté de communes, pour les réseaux qui vont être refaits l'année prochaine. Ça a été donné hier au conseil communautaire. Tout le boulevard des Jardins sera refait en eau potable et en eau usée. Donc ils nous feront ces points de ces relevés topographiques. Et aussi on leur a demandé vu qu'on prochainement on aura l'architecte qui travaillera avec Cogecoop pour les logements qui seront faits dans la parcelle Bergeron. Ils vont nous, en même temps, travailler sur les réseaux qu'on a amenés, réseau sec et réseau humide, pour que ce lotisseur ait un terrain viabilisé ou viabilisable. Pas viabilisé plutôt. Notamment sur une voie de dessert qui va faire 8 mètres à peu près de large, pour qu'on puisse descendre des voitures et marcher à pied en toute sécurité. Et pour déterminer une emprise qu'on vendra prochainement à cette entreprise, grosso modo en plus, pour stratégiquement que la vente paye la voirie. Rénovation du porche de l'église, l'entreprise Tarmac nous refera de la maçonnerie sans tarder pour 13 647,50 €. Donc pour remettre en état notre beau bâtiment cultuel de Saint-Didier. Et on a aussi acquis, comme chaque année, des potelets et des fixations chez Chrome. Ça, c'est des matériels que Serge Fournel commande chaque année pour remettre en état ce qui s'est abîmé, 1251,55 €.
il a fallu aussi remettre en ordre le réseau informatique de notre école d'Olto. Donc Couleur Tordue nous l'a fait pour 2135 €. Pour cette même école, il a fallu remplacer, suite au décès du lave-vaisselle qui fonctionne 2 fois par jour, donc du lave-linge, pardon. Lave-vaisselle, ça va venir, et du lave-linge qui marche 2 fois par jour, donc chez Proessi, qui nous ont livré et installé gratuitement, 1030,83 €. Et donc, si on a un bâtiment sur notre bâtiment des services techniques, sur le haut, un local qu'on loue, qui a fallu étanchéifier les lanternaux, les Velux, puisque quand il pleut, ça coule en bas, donc ça ne pouvait pas durer. Et à la limite, la solution qui a été retenue, au lieu de changer les lanternaux, c'est de le fermer avec des ferrailles qu'on, de Mars Crépé, nous installe pour 2935 €. Et cette même entreprise nous a aussi, bon, pour un joli devis de 3650 €, remis en état le godet de notre tractopelle, mais à la limite, on n'avait pas trop le choix, enfin. On n'a qu'une entreprise de fer à Saint-Didier, mais pour remettre en état ce godet, sinon sans godet, un tractopelle, il ne sert pas à grand chose. Y a-t-il des remarques sur ces décisions? Simplement, est-ce que, vu les sommes parfois qui sont assez importantes, est-ce que vous avez fixé des limites pour des mises en concurrence? Est-ce que vous faites automatiquement des demandes de devis, notamment sur l'acquisition de matériel? Donc on demande à Serge Fournal qu'il ait plusieurs devis, mais là donc ils apparaissent pas puisque c'est une décision, j'ai le droit de signer à moins de 15 000 €, mais par principe, la plupart du temps, plusieurs devis sont demandés parce qu'il ne faut pas être ennemi de son argent. Alors après, il faut qu'on prenne cette habitude couramment pour chaque achat, ou des négociations, comme par exemple pour le lave-vaisselle, où il a été négocié la livraison et... excusez-moi. La gratuité de la livraison et de l'installation. Alors on n'a pas de règlement de marché pour le conseil, puisqu'on n'en a pas mis un dedans, mais il faut s'attacher à être rigoureux sur les négociations tarifaires. Sur les lanternaux là que donc du coup vous avez obstrué, j'imagine qu'ils n'avaient pas un rôle donc du coup de sécurité pour dégagement fumée ou autre. Ils avaient aussi un rôle peut-être non d'apport de lumière naturelle ou pas, non? Donc pour dire la vérité, rien que la vérité, c'est que c'est le local qui utilise Couleur Tordue où ils ont refait un plafond, donc ça tombe sur leur faux plafond en fait. Donc il n'y a pas d'utilité de sécurité et ça les embête un peu d'avoir remis un peu en état ce bâtiment. Et donc ouais, la solution de l'obstruer n'obstruera pas de la lumière ni de sécurité. D'autres remarques? Merci pour vos remarques. Et après le point 4, on passe aux décisions modificatives que vous allez prendre l'habitude d'avoir à chaque conseil de fin d'année, puisque notre comptable et notre DGS doivent s'appliquer à donner à la trésorerie des comptes toujours en équilibre. Donc quand il y a des décisions d'argent en dépenses qui n'ont pas été prévues, il faut le prendre sur d'autres budgets qui sont alimentés pour qu'on présente des comptes en équilibre et qu'on ne dépense pas plus d'argent qu'on en avait prévu. Donc par exemple pour la section de fonctionnement, je vous les lis toutes. On a acheté des tampons dateurs, un seau de Marianne, des trucs pour les mariages, un peu de matériel divers administratif. Donc on va chercher, pour compenser tout ça, dans le compte pour l'entretien des bâtiments publics, 480 €, puisqu'il nous restait, on avait encore un peu de marge entre le réalisé et le prévu. On a augmenté aussi l'entretien et réparation des autres bâtiments publics. L'étude et recherche, on a fait expertiser nos arbres. J'en profite pour dire que tout le conseil va recevoir cette expertise, ainsi que l'expertise sur l'éclairage public, comme ça au moins tout le monde aura l'info. On a aussi fait de la recherche amiante et des DPE pour justement ce local qu'on va céder, 980 €, qui n'était pas prévu dans le BP. Aussi, il a fallu qu'on participe au fonds de péréquation pour l'alimentation en eau potable. Ça se terminera puisqu'on n'a plus la compétence.
Leur profession sport, et puis tout ce qui est attrait à la piscine, il manquait un peu par rapport à ce qui avait été prévu. Et puis aussi des frais de fonctionnement pour le RASET de Pont-Salomon. Donc on a un total de dépenses de fonctionnement de plus 527 000 euros qu'il a fallu ôter dans des recettes. Donc sur la taxe forfaitaire des terrains nus devenus constructibles, on avait une enveloppe de 6 786, on lui ôte 5 290, on note aussi... on rajoute des mandats cumulés pour arriver à la même somme de 5 720 euros. Si je dis des bêtises, tu le dis, Isabelle. Pour la section de fonctionnement, il y a des questions. Et sur l'investissement, on a aussi ôté dans les autres immobilisations corporelles pour qu'on puisse, je sais pas, pour financer du mobilier qu'on a acheté pour Dolto. Donc on a pris des mesures conservatoires pour la chapelle Saint-Roch pour entretenir notamment la toiture, 3230, qu'on note dans le compte construction pour la même somme. Ensuite, tout ce qui est matériel d'adapte pour Dolto, rénovation du chauffage sur ce qui traînait, et pour la façade, où il y a eu quelques surplus sur notre bâtiment scolaire, on lote toujours dans le compte construction pour 26 240 euros pour arriver à l'équilibre. Après on n'ose pas. Donc les 3 cours de tennis qui nous ont coûté 19 200 euros, c'est du TTC alors. Parce qu'il me semblait bien que c'était moins. Donc ainsi qu'on a remplacé des projecteurs au stade de Saint-Roch pour y voir un peu plus clair, qu'on pompe aussi sur le compte construction. C'est de C2313. Tout ça pour 22 360 euros. Et une opération à 3 660 euros pour mettre une alarme au service technique suite au vol du véhicule qu'on avait eu et qu'on prend aussi dans le compte autre immobilisation corporelle. C'est souvent des comptes fourre-tout qui servent à alimenter des dépenses imprévues. Ça vous va? Isabelle, tu te feras pas engueuler par la trésorerie, ça sera en équilibre. Des abstentions? Des voix contraires? Merci pour les comptables. Donc je vais arrêter un peu de parler, ça fera du bien. Donc je suis très content qu'après le Covid, des gens soient motivés sur la commune pour remettre en place les classes. Donc je suis désolé pour ceux qui sont nés en 0, puisque ça aurait été l'année où qui n'auront pas eu de chance. Donc les uns ont remis le couvert. Et donc suite à leur demande de subvention et par rapport à ce qu'ils faisaient, la proposition de mettre ça en place va être faite par Bruno Dufort. Merci Manu. Donc, comme Manu l'a dit, donc il y a les classes en 1, donc ça a recommencé cette année. Les classes en 0, vous savez, avec le Covid, ça avait été abandonné. Donc les classes en 1 ont fait une demande de subvention par rapport aux dépenses qu'ils avaient, notamment que ce soit les dépenses de SACEM, les dépenses de boissons ou autres. Hein. Donc ils ont demandé une subvention. Donc moi je propose qu'on attribue à cette association, donc Banquet des classes en 1, 300 euros, et qu'on attribue pour les futurs banquets de classe, que ce soit 300 euros au minimum sur la durée du mandat. Comme ça on ne reviendra pas toutes les années rediscuter le bout de gras de 300 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contraires? Merci pour les associations des banquets des classes. Donc ils sont contents parce que le point du chantier, vu qu'ils font les classes en 2, l'année prochaine vous aurez 300 euros. Enfin, pas vous deux, hein, toutes les classes. Et Julien. Donc merci pour les classes. Et donc on arrive au tarif de droit de place où
on avait délibéré pour augmenter à 1 euro le mètre linéaire à partir du 1er janvier 2021. On s'est un peu pris les pieds dans la semoule avec le Covid, les sollicitations des marchands de déplacés, etc. Et pendant une certaine période, on n'était pas tout à fait dans les clous puisqu'on appliquait toujours l'ancien tarif. Donc la trésorière l'a vu. Et donc on a un delta de 30 centimes pendant une période du 1er janvier au 31 mai. Donc pour régulariser tout ça, je vous propose qu'on délibère que pendant cette période, on le laisse à 0,70 et qu'on l'augmente à partir du 1er juin à 1 euro pour compenser ce manque qu'on n'a pas effectué. Et pour se mettre en légalité et qu'il n'y ait pas de quiproquo par rapport à toute cette gestion financière, qu'on soit dans les clous. Ça vous va? Merci pour pas d'abstention, donc pas de voix contraire. Merci pour cette délibération qui nous permet d'assainir cette régie et de la mettre en conformité. Donc après, je vais laisser la parole à ceux qui s'en occupent et qui ont mis ça en place. Et puis, vu que c'est eux qui l'ont fait, c'est normal que l'association Polnar Pango prenne la parole pour les encarts sur le bulletin publicitaire. Pour les encarts publicitaires, on vous propose les mêmes tarifs que l'année dernière, sachant que pour l'instant, aucun encart publicitaire n'a été proposé à des entreprises désidériennes ou à des entreprises extérieures à la commune, puisqu'on a choisi de laisser le GLAD, l'association du GLAD, passer en semi-d'accord avec le président de l'association en question, M. David Rascle, pour que le GLAD puisse solliciter ces entreprises. L'année dernière, on était passé les solliciter, on avait donc financé le bulletin au niveau de son impression, on l'avait intégralement financé. Et cette année, il paraissait quand même normal de rendre au GLAD le terrain de démarchage des entreprises pour les mettre en valeur avec des encarts publicitaires dans leur communication. On se garde la possibilité de passer après le GLAD, donc à la fin du mois de novembre, pour éventuellement mettre des encarts dans le bulletin 2022 avec les mêmes tarifs donc qu'on vous propose de voter ce soir. Les entreprises qui ont pris des encarts l'année dernière ont quand même toutes été très satisfaites de la démarche et il y en a quand même pas mal qui sont en attente justement pour reprendre un encart cette année. Donc on les verra après que le GLAD soit passé, mais il y en a déjà qui ont demandé est-ce qu'il y aura des encarts disponibles. Voilà. On vous propose de voter les... Non. Pourquoi le GLAD? Bon. Ce que vient faire le GLAD ici. Enfin, vous comprenez, vous? Alors l'année dernière, le GLAD n'avait pas organisé de carnaval et il était dans leurs habitudes de démarcher les entreprises à l'automne pour prendre des encarts publicitaires. On a pris une part de l'argent qui circule à l'automne, donné par les entreprises, qui n'est pas allé au GLAD l'année dernière, qui en fait c'est en quelque sorte déplacé vers le bulletin municipal. Ou tout au moins on pourrait penser que. Donc on laisse passer le GLAD en premier. Et si des entreprises souhaitent donner au GLAD et à la commune, ils peuvent donner aux deux. Mais on souhaitait ne pas passer avant le GLAD, pour pas que le GLAD arrive devant des entreprises et se retrouve. Ah ben non, on a déjà donné à la mairie. Donc on laisse passer le GLAD avant, mais les entreprises qui ont les moyens de prendre 2 encarts pourront en prendre un à la mairie, ou ceux qui ne souhaitent pas prendre un encart avec le GLAD peuvent en prendre un avec le bulletin 22. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ? Juste une remarque, on s'était déjà positionné l'année dernière sur cette question, on se positionnera de la même façon cette année. On était déjà défavorable au fait de faire payer les entreprises et on avait déjà aussi affirmé le fait qu'on préférait que ce soit les associations qui bénéficient effectivement de l'argent, notamment le GLAD qui fait ce travail depuis longtemps. Donc on votera contre ce soir sur ces tarifs-là, par principe de ne pas faire payer les entreprises pour financer un bulletin municipal.
ce qui était le cas l'année dernière. Et donc là, si j'ai bien compris, s'il y a d'autres entreprises, ça viendra financer là aussi le bulletin municipal. Après le GLAD, j'ai bien compris. Et il faut savoir aussi que le bulletin, on peut penser qu'il peut augmenter sa qualité de par ce financement aussi, puisque on peut quand même prétendre à une graphiste d'une certaine qualité sans faire assumer ça à la commune non plus. On vous propose de voter les tarifs à l'identique de 2020. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des voix contraires? 5. 5 voix contraires. Merci pour le bulletin. Il ne reste plus qu'à le réaliser avec la même qualité que l'année dernière. J'ai dit ça pour la commission. Donc, comme chaque année aussi en fin d'année, on est confronté, donc, comme pour les devis, souvent à des dilemmes sur les investissements, entre le faire faire à une entreprise privée ou le faire faire à nos services techniques en régie. Donc il est très important d'en faire le maximum sur des investissements en régie, puisque déjà, c'est nos employés qui le font, et puis sur ce point-là, on récupère la TVA. Donc on se doit de proposer à la trésorerie des tarifs en régie, pour justement après que Serge Fournel fasse un détail et qu'on le mette sur le budget. Donc Dominique Derue va nous présenter tous ces tarifs. Bon, du coup, Manu t'a expliqué plus ou moins à quoi servait ça, à quoi servait ce programme d'investissement en régie et fixer les tarifs horaires. Donc, pour rappel, l'année dernière, vous avez la liste devant vous. Les tarifs concernant le camion avec chauffeur, 67 €, le tractopelle avec chauffeur, 76 €, la tondeuse, 26 €, les patins, 13 €, le Manito, quand on l'utilise, 46 €, l'Iveco, 42, le tracteur 40 chevaux, 31, le tracteur 70 chevaux, 61, et les employés municipaux en tarif horaire moyen, c'était 34 €. Voilà. Donc, je rappelle simplement que les travaux effectués par les agents communaux servent au caractère des travaux d'investissement. Et c'est pour ça qu'on applique ces tarifs-là. Donc ça, c'est en 2020. En 2021, moi, je vous propose, au vu du coût croissant du pétrole, et comme ils n'ont pas été augmentés de longue date, d'augmenter ce tarif horaire de 1 €. Voilà. Donc on passerait à 1 € de plus en 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contraires? Merci. Merci à tout le monde. Donc on prend un peu plus de TVA à l'État, ça ne nous fera pas de mal à nos finances communales. Donc vu que j'ai trop parlé le coup d'Auvergne, je laisse Dominique Durieux nous parler des astreintes hivernales. Allez. Donc les astreintes hivernales. Pour le coup, 2021-2022, il vous est proposé le fonctionnement suivant pour les astreintes du personnel du service technique pour l'hiver de 2021-2022. Donc on repart sur les mises en place du vendredi 19-11-2021 au vendredi 4 mars 2022, donc en totalité 15 semaines. Les plannings seront établis du vendredi 12h30 au vendredi suivant 12h30. Les indemnités d'astreinte pour la semaine complète, 159,20 €, plus le lundi suivant l'astreinte récupérée en repos compensateur uniquement par le patrouilleur, comme il se faisait déjà l'année dernière. Pour les semaines de Noël et du jour de l'an, indemnité d'astreinte pour la semaine complète, 205,75 €. Et les astreintes mises en place par équipe de 5 personnes, eh ben c'est un patrouilleur et 4 agents. Voilà. Je peux faire éventuellement un point, comme ça m'évitera d'y revenir, sur le coût. Donc l'hiver 2020-2021, les heures de déneigement entreprise privée, parce qu'il y a une entreprise privée qui intervient dans le roulement, a eu un coût de 4 900
euros et 5 centimes. Non, pardon, 4 905 euros. Voilà. Les fournitures, alors je vous passe les détails, mais bon, c'est le sel, la pouzzolane, etc. Au total, on en a eu pour 13 536 euros et 23 centimes. Concernant l'astreinte du service technique, donc l'astreinte en totalité c'était 11 144 euros. L'astreinte particulière Noël et jour de l'an, c'est un coût de 2 057 euros et 50 centimes. Et les récupérations qui viennent sur le lundi, c'est 2 248 euros et 80 centimes. Donc au total, 15 450 euros 30. Et donc un coût total de déneigement qui porte cette année de 2020 à 2021 à 39 155 euros et 43 centimes. Reste en stock, quand même, 25 tonnes de pouzzolane et 20 tonnes de sel. Donc du coup, ça sera toujours ça en moins d'investir. Donc je vous demande de voter pour le coût de ces astreintes. Y a-t-il des voix contre, des voix contraires? Allez, votez. J'ai tendance un petit peu à être olé olé, mais... Merci des pour ces abstentions. jeux. Y a-t-il des abstentions? Pardon. J'ai pas trop l'habitude, en fait, de m'exprimer en public. Merci. Merci Dom, j'espère surtout qu'il n'y aura pas trop de neige cet hiver. Voilà. Alors, tant qu'on est dans les dépenses, pas obligatoires, chaque fonctionnaire territorial, depuis maintenant quelques années, avant c'était des régimes indemnitaires qui étaient mis souvent en fin d'année pour payer un peu les cadeaux de Noël ou les vacances d'été. Depuis quelques années, un décret est sorti pour que le RIFSEPT, je m'excuse des termes, c'est pas moi qui les ai faits, c'est le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, où nos agents communaux ont 960 euros annuels, qui leur sont payés chaque mois. Ça leur fait un petit peu de beurre dans les épinards pour se payer ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est une loi, donc on est obligé de leur donner. Et il y a une part donc, qui est fixe, celle de 960 euros, et une part qui est variable. C'est le sujet de la délibération, qui est défini aussi par ce nouveau décret, puisque chaque agent doit être évalué par son N+1. Donc Serge Fournel fait les services techniques, Isabelle Damon les secrétariats et Delphine Séqui les écoles. Et donc cette part est variable, puisqu'elle est liée, comme ça avait été mis à l'époque, en fonction du comportement de l'agent, de sa présence, de la réussite de ses objectifs, etc. Donc on se doit de se positionner, les conseils municipaux, sur cette part variable tous les 4 ans, donc 2021 et 2025. Moi j'ai souhaité demander à la commission technique paritaire au Puy qu'il y ait une réévaluation de 60 euros. Les responsables syndicaux n'étaient pas trop d'accord parce qu'on part de 0 à, mais qu'il faudrait qu'il y ait 10 ou 5, je ne vois pas bien ce que ça change. Quelqu'un qui aurait 5 ou 10, ça veut vraiment dire qu'il a mal travaillé. J'ai souhaité qu'on l'augmente de 60 euros, pas forcément pour qu'ils l'obtiennent, mais pour dire qu'on est soutien des employés et qu'on estime que celui qui travaille moins doit avoir un peu plus. Donc il a 960 euros plus entre 0 et 600. Mais cette part variable est versée qu'en fin d'année suite aux évaluations. Donc c'est bien, je trouve que ça met une petite carotte. Et celui qui a bien travaillé, qui était relativement présent, relativement serviable, mérite une fois tous les 4 ans un petit coup de pouce. Après, vous n'êtes pas obligé de partager cette demande. Vous pouvez faire les commentaires que vous voulez. J'avais juste une question, Manu, sur la partie IFSE. Est-ce que tu nous confirmes que tous les agents de la commune ont le même IFSE pour tout le monde? Non, parce que les techniciens, comme Serge Fournel, il n'est pas tout à fait logé à cette enseigne. Non, puisque l'IFSE étant lié à la fiche de poste, comme c'était écrit ici, moi je comprenais que tous les agents à temps complet bénéficiaient du même montant annuel, ce qui m'avait un peu surprise. C'est la base, le 960. Les 3 chefs de service en plus. Je répète ce que me dit souffle Isabelle, mais
Mais à la limite, ouais, 960 c'est la base et les 3 chefs de service en plus. Du coup, l'ensemble des autres agents communaux, peu importe qu'ils travaillent aux écoles, ils touchent 960 Ouais. € par an, tous, peu importe la catégorie ou les Là, responsabilités on qui peuvent être au reprend ce poste. qui avait été acquis, Oui, enfin oui, non, mais acquis, c'était une élaboré question. par le passé, parce qu'acquis c'est un mot élaboré par le passé. Est-ce que quelqu'un qui accueille des enfants à l'école ou qui accueille des enfants ou du public à la mairie ou qui désherbe des terrains, est-ce qu'il faut faire des variantes? Ça peut être un débat. Je pense que quand ça a été fait, ben, les élus qui l'ont fait l'ont pas souhaité. Moi, je trouve que dans le même navire avec une vingtaine de salariés, c'est aussi bien qu'on fasse une différence sur les chefs de service, pourquoi pas, et les autres. Si on faisait des variantes, de toute façon, elles seraient minimes. Et je pense que ça créerait plus de distension que de solidarité dans l'équipe. Après, ça serait faisable, hein, mais bon, pas le souhait. C'est bon, on y va? Pas d'abstention, pas de voix contraire? Dis merci, Isabelle. Merci. Je demande des employés, parce que toi, tu as beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on continue sur nos braves employés, puisque traditionnellement, depuis 2012, hein, donc c'est peut-être aujourd'hui, ça fait presque 10 ans, ils ont un petit chèque cadeau. Alors je trouve qu'il faut y voir une vertu un peu aussi sociale, c'est l'occasion à tous les élus de se rencontrer autour d'un verre avec les employés, parce que tous les élus connaissent pas forcément les employés et inversement, donc ça fait l'occasion de se présenter et de se voir. Ça représente une somme, vous multipliez par 25, hein. Donc puisqu'on leur donne 70 €, 70 € par agent, donc ça fait 1680 €. Pour 16 titulaires et 8 contractuels, donc on a 24 agents. Idem que 2020. Je trouve qu'aussi ce qui est bien, c'est de ne pas différencier les contractuels des titulaires, parce qu'à la limite, c'est leur contrat qui change, mais pas le boulot. Donc autant s'embarquer aussi. Si on fait trop d'affinage, on crée des tensions entre le personnel. Et en plus, vous êtes tous invités à leur rétribuer le... Bien, chef, merci. Le 26 novembre à 18 h, vous pouvez noter. En plus, il y aura une remise de travail de 20 ans. Pour Jean-Louis Sévigné, ça ne serait pour personne, donc on peut le dire. Et puis ces chèques cadeaux qui arrivent avant les fêtes de Noël, ça leur permet d'en faire ce qu'ils en veulent d'ailleurs. Parce que dans la fonction publique, si on reprend les salaires par rapport au privé, bon, on travaille pas loin de chez soi, on a moins de frais de déplacement, mais souvent, mais bon, ça met du beurre dans les épinards et ça maintient un petit peu. Et puis ça fait tourner le commerce. Tout le monde est d'accord pour ces 70 €? Pas d'abstention, pas de voix contraire? Merci. Même toi, ton âme. Donc après, on va descendre un peu à la piscine, malgré l'été pluvieux qu'on a eu. Il faut bien qu'on régularise la convention de gestion du snack, du snack bar de la piscine. Donc c'est Bruno Dufort du site qui va nous le présenter. Le conseil municipal a délibéré le 1er avril 2021 pour confier la gestion du snack bar de la piscine à M. Sébastien Cotte. Il avait été convenu, donc la durée de la convention, c'était du 3 juillet 2021 au dimanche 29 août 2021. Et en astérix, on avait mis qu'en période d'état d'urgence sanitaire du Covid et des instructions gouvernementales ou préfectorales, les dates pouvaient évoluer. L'article 3, c'était que le montant du loyer était une somme forfaitaire de 1 500 €, payable en deux fois 750 €.
et que M. Cotte devait payer la consommation électrique du snack bar. Alors là, Isabelle n'a pas mis ce qu'il y avait en astérix, mais en astérix sur la convention, c'était bien écrit qu'en période d'état d'urgence sanitaire de Covid-19 et d'instruction gouvernementale ou préfectorale, les prix pouvaient évoluer après accord des deux parties. Donc, M. Cotte, vu la saison catastrophique, a appelé pour pouvoir fermer la piscine, pour le snack de la piscine. Et voilà, donc il a travaillé, enfin, il est resté ouvert du 3 juillet au 25 juillet, avec une semaine et demie à 0 personne. Donc, bon, il m'a demandé si on pouvait avoir, s'il pouvait éventuellement avoir un arrangement par rapport à cette somme de 1500 €, qu'on pouvait éventuellement lui réclamer. Donc, on n'est pas non plus des assassins de commerçants ou quoi que ce soit. Donc, j'ai regardé sur une année à peu près, on va dire une année à peu près normale, enfin une année normale de, pas super belle, une normale, où on fait à peu près 22 000 entrées à la piscine. Cette année, on a fait 5200 entrées. Donc ça fait à peu près 4,5 fois moins de personnes. Donc bêtement, j'ai fait la règle de 3 et j'ai dit les 1500, je les divise par 4,4 ou 4,5, je ne me rappelle plus exactement. Je rajoute les 15 € d'électricité, ça fait exactement 350 €. Donc je vous propose de modifier l'article 3 de la Convention et de demander le versement à M. Cotte d'une somme forfaitaire totale de 350 €. Donc je l'ai appelé, il est d'accord. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contraires? À l'unanimité, merci. On régularisera cette situation, donc on pourra faire le mandat. En espérant que le snack bar soit plus à la cote l'année prochaine. Mais bon, ça, c'est la météo qui décide. Faut que je la faire. Mais... Donc, c'est le dernier. Pour suivre tous nos travaux pendant la halle, on a besoin d'un bureau qui vérifie la sécurité du travail, qui vérifie la mise en sécurité de tout le bâtiment et qui aussi fait un gros boulot administratif pour la mise le jour de la commission de sécurité. C'est des documents énormes à faire, donc on ne peut pas se passer de ce bureau, en l'occurrence Veritas Construction, qui nous a suivis depuis le début des travaux, depuis 2019, 17, confié en 2017, puis depuis le début des travaux jusqu'en 2021. Donc il a estimé que les avenants qu'on avait fait, notamment sur les gros efforts structurels qui ont dû être faits en maçonnerie et en charpente, qu'il a eu une surcharge de travail. Il a eu aussi une surcharge de travail due au Covid qui a prolongé son temps de travail. Donc si on fait une règle de 3 par rapport aux avenants qu'il y a eu, lui il n'a pas fait ça, il a fait beaucoup moins. Il nous a mis 592 € pour l'augmentation du montant des travaux et 1776 pour la durée des travaux. Ce qui nous amène à 2300 € d'avenant proposé, demandé par le bureau Veritas Construction. Je pense qu'il est relativement raisonnable. Et par rapport au travail qu'il a fourni, ils ne sont pas volés, quoi. Parce que sans ce bureau, on n'arrive pas à la commission de sécurité, on n'arrive pas à une sécurité du travail. Et en plus, c'était quelqu'un qui est bien suivi tous ses travaux. Sachant qu'il était présent à chaque Lui. Il y a des remarques sur Veritas, ou des interrogations, ou des suggestions. Alors, par rapport à la halle, tout à l'heure, vous nous disiez donc que la commission de sécurité avait autorisé l'ouverture. Par rapport aux flaques d'eau qu'il y a toujours sur le sol à la halle, est-ce qu'il y a des malfaçons? Est-ce que ça a été... Est-ce que la réception des travaux a été faite et on en est où par rapport à ça? Vas-y Dom, tu étais tous les mercredis.
Donc, on n'a pas levé les... Comment on appelle ça? Réserve. Les réserves concernant ce problème-là. Et en fait, logiquement, le problème est résolu. Puisque le carreleur qui a posé le carrelage, forcément, est repassé suite aux remarques qu'on lui avait fait. Moi, le premier, j'ai sauté dans les flaques d'eau pour lui faire voir que... Parce qu'au départ, il annonçait des règles, des normes, plus ou moins, avec des tolérances. Et donc, pour lui, il considérait que c'était une tolérance acceptable. Mais bon, après, au bout d'un moment, je lui ai demandé de réviser. Il a révisé, il a repris logiquement. Donc, je ne suis pas repassé depuis. Je sais que les travaux ont été faits. Je ne suis pas repassé depuis. Alors, la vigilance de certains, peut-être, pourrait m'amener à dire qu'il reste encore des flaques. Elles doivent être minimes, à mon avis. Hein, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, la façon que ça a été fait, sous cette halle, il y aura toujours une réserve d'eau. Parce que en haut, alors comment vous expliquer l'histoire? C'est que de ce côté-là, donc il y a le bar et puis le bureau de tabac. De ce côté, c'est légèrement un petit peu en hauteur. Et donc à chaque précipitation, il y a toujours une entrée d'eau. Donc les services techniques, c'est prévu, vont travailler pour faire un système d'évacuation à ce niveau-là. Et je pense qu'après, on aura réglé un peu le problème de rentrée d'eau dans la halle. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais en tout cas, lundi ou mardi matin, il n'avait pratiquement pas plu et il y avait une énorme flaque sous la halle. Photo à l'appui. Mais cette fois, c'était le lendemain d'Halloween? Non. C'était sur le lendemain. Parce que le lendemain d'Halloween, il y avait monsieur Toto Taco, je m'excuse, je ne sais plus son nom, qui a passé le Karcher, et donc cette eau en plus venait de son passage. Il l'a passé le dimanche, elle est un peu restée le lundi, mais c'est sûr qu'il y a une réserve qui est toujours en cours, puisque le problème principal, pour tout avouer, c'est que la malfaçon première vient de la mauvaise pente de la dalle du maçon. Donc le carreleur bossaigne, comme ils disent à Saint-Étienne, il a fait tout ce qu'il a pu pour avoir des tolérances acceptables, mais je pense que même si on laisse des réserves, qu'on en reprend un peu, malheureusement, il faudra prendre la raclette de temps en temps. Autant le dire, puisque ça se fourre. Sinon, logiquement, ça doit être maintenant minimisé par rapport à la reprise qu'il a fait. Mais c'est vrai que donc avec M. Fournel, systématiquement, chaque réunion, pour faire constater au carreleur ses problèmes, on demandait à un employé technique de remplir un peu les trous, et voilà. Donc on ne l'a pas vérifié en retour, chose qu'on fera, pour voir si on lève ou pas les réserves. Voilà. Mais en tout cas, on suit cette affaire. Ok, ouais, parce que oui, enfin, de toute façon, enfin, vous dites que le carreleur a essayé d'améliorer, mais techniquement, comment il a pu essayer d'améliorer, c'est une fois que le carrelage est posé, il est posé. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc il est revenu, le carreleur. Il est revenu, il a cassé. Il a vraiment cassé, sur la surface qui était justement investie par l'eau, il a cassé et il a essayé de reprendre les niveaux au mieux qu'il a pu, on va dire. Et donc, toujours pour parler du carreleur, au vu des problèmes de pente et tout ça, il a eu quand même un surcoût d'investissement sur le réagréage, on appelle, c'est-à-dire un rajout de colle avant de poser le carrelage. Donc il avait déjà fait un effort financier sur ce coup-là, et il a refait l'effort de revenir, de casser les carreaux. Et j'ai même, si pour certains, une petite anecdote, qu'il aurait pu le remarquer, mais il y avait un carreau, au bout d'un moment, qui, en étant revenu refaire les travaux, un de ses ouvriers a dû prendre un échantillon qui devait être dans la halle, et il n'était plus du tout de la même couleur que les carreaux en place. Donc il est revenu pour changer ce carrelage. Voilà. Et donc on fait au maximum et on suit encore ces problèmes-là. Et on essaiera d'inaugurer le jour des vœux. Je proposerai ça le 14 janvier à 18h30. Puisqu'a priori, toutes les communes se sont mis d'accord sur les vœux, et je pense que ça fait d'une pierre deux coups. Faire des discours, ça va bien 5 minutes, c'est aussi bien de profiter des vœux en début d'année pour inaugurer ce beau bâtiment, en dire 3 ou 4 mots à la fin,
Du coup, on ferait le pire du coup, et en plus, ça nous coûtera moins cher, on fera qu'un apéro. Pour Veritas, y a-t-il des abstentions? Des voix contraires? Donc merci pour eux. Et normalement, le dossier de chantier est pratiquement clos, sauf quelques réserves. Alors après, donc après, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre de mes attributions à moins de 15 000 euros hors taxe, j'ai pu signer le devis pour le maçon qui va nous refaire le porche de la halle. Et sur ce sujet, je tiens à remercier 2 personnes, Martine Ginet et Dom Derieux, qui ont dépoussiéré ce dossier, qui l'ont sorti d'un tiroir. Et grâce à leur travail, on avait obtenu une subvention de la DRAC. On avait délibéré en avril. Et on a eu une subvention qui est sur le compte de la commune, qui est déjà depuis le mois de juillet. Donc cette même DRAC, puisqu'on ne peut pas toucher à un bâtiment classé au Monument de France sans leur aval, nous a imposé des choses qui ont un petit peu précipité les choses d'une façon qui m'ont fait intervenir sur le dossier, après que Martine et Dom aient bien travaillé sur le dossier. Donc je suis rentré en négociation avec des entreprises, puisque là il n'y a pas de maître d'œuvre, donc c'est le maître d'ouvrage direct qui négocie, en m'imposant personnellement et en imposant aux entreprises. Donc on en a trouvé 2, Desiderata de Saint-Didier, ce qui est pas mal, puis c'est une boîte locale, et Michael Morel qui nous a été proposé par le CAUE. Donc je tiens à vous informer d'une erreur qui est de ma faute, puisque je n'avais pas communiqué à Isabelle mes négociations. Donc quand elle vous a envoyé la convoque, il y a un chiffre qui n'est pas bon sur le prix. Morel, il est à 5027 sur les 2 portes latérales et 11 513 sur la porte principale, ce qui fait 16 540. Toutefois, je ne me suis pas attaché qu'au prix pour négocier ces choses, puisque la DRAC on avait des prescriptions DRAC qui nous disaient bien de renouveler les parties abîmées, de conserver à l'identique les parties qui veulent qu'on conserve à l'identique, et l'utilisation d'une lasure spéciale. La DRAC nous a d'autre part imposé un délai qui nous parle de fin d'année. Donc dans les négociations des entreprises, moi je me suis attaché à ces 3 critères. Le délai, bon, le prix c'est pas trop grave, et les prescriptions de la DRAC. Les deux artisans étaient identiques sur les prescriptions de la DRAC. Sur le délai, il y en a un qui ne pouvait pas le faire. Donc à mon grand regret, c'est la boîte locale. Mais pour faire un jeu de mots, on ne peut pas toujours satisfaire les desiderata de chacun. Donc, et l'autre entreprise, qui est beaucoup plus petite, pouvait le faire. Donc, c'est toujours compliqué de refuser à des locaux des chantiers, puisqu'on l'a vu hier à la communauté de communes, les 2 locaux n'ont pas eu tous les chantiers, mais bon, ils en ont quand même 2 sur 4. Mais là, c'était plutôt une histoire de prix en plus. Mais enfin, c'est des plus gros chantiers. Là, on est sur des sommes modiques. Donc, j'ai pas le droit de signer ce qui dépasse les 15 000 euros. Donc, sur le maçon, en plus, sur le maçon, le délai aussi. On avait une autre entreprise, mais elle ne pouvait pas faire les travaux de toute façon. Enfin, on s'est tenu au même critère. Prescription de la DRAC, délai imposé par eux-mêmes, puisqu'ils subventionnent ceux qui commandent, et le prix, à la limite, c'était pas ce qui importait le plus. Mais si on a à peu près les mêmes prestations et qu'on ne peut pas les faire, puisque la DRAC ne nous feront pas de cadeau, si on ne fait pas les travaux dans les délais, ils ne vont pas nous donner la subvention. Donc j'étais bien embêté de perdre une subvention quand même, parce que en plus, sur ces travaux en régie, on fera un accès handicapé par une porte latérale qui permettra de rentrer éventuellement des personnes à mobilité réduite ou qui bataillent à marcher. Tout ça vu avec le curé Valentin qui est d'accord, il a choisi la porte de gauche, donc je lui ai dit que ce serait la porte de droite en sortant, comme ça fera plaisir à tout le monde. Et on arrivera à finir ce dossier qui, je pense, est nécessaire pour notre commune. Si on avait trouvé plus de sous, il y a aussi tout le crépi du clocher qui part en lambeaux et qui nous casse des tuiles. Voilà un petit peu toute l'histoire de ce dossier qui commence à durer depuis le mois d'avril, mais le temps de faire les dossiers, de trouver des entreprises agréées, que la DRAC valide, etc., ça prend un peu de temps. Et maintenant, on est pressé par les délais pour finir les travaux.
Manu, ouais, tu parles d'une échéance de la DRAC, mais cette échéance, on la connaissait pas dès le départ. Donc l'échéance, quand on a monté le dossier, quand ils ont monté le dossier, parce que moi j'ai rien fait, c'est Dom et Martine qui ont bossé dessus, ils ont bien travaillé, ils nous ont donné cette échéance une fois qu'on a reçu la subvention au mois de juillet. Donc au mois de juillet, moi je suis rentré en contact avec les entreprises que Dom avait trouvées. Donc au début, je vais rentrer en contact au mois de septembre, parce que bon, juillet, etc., août. Et donc, même en mettant la pression, ça a été, même pour le maçon, parce que le maçon, on lui avait dit que ça serait bon, mais on ne lui avait pas donné de délai. Donc sur les 3 entreprises, et ce truc de délai, ça nous plante. Si on ne fait pas les choses dans les délais, on ne peut pas avoir la sub. Donc ça serait quand même dommage. Surtout par des entreprises normalement considérées conseillées pour des gens qui ont l'habitude de ces travaux. Bon, c'est sûr qu'il faut être vigilant, et puis bon, tous les désidériens vont le voir, même ceux qui ne vont pas à la messe, mais c'est quand même une place du village. Après avoir une jolie halle, ça serait dommage d'avoir un vilain porche. De toute façon, la DRAC viendra. Comme nous, on contrôle nos voiries avec les entreprises qui les enrobent, etc. Donc, mon souci a été là. Alors après, c'est difficile à entendre, peut-être, pour certains, mais on est conditionné, c'est comme pour la région et le département, Isabelle bataille à obtenir toutes les subventions, parce que là, c'est sur facture acquittée. Là, ils nous l'ont donné avant, en plus, et en nous imposant... et c'est ça qui m'a le plus préoccupé. Et c'est les entreprises ayant beaucoup de boulot, mais ben, c'est le plus petit qui a moins de boulot qui fait le travail parce qu'il a moins de boulot. Manu, sur la DRAC, alors effectivement, c'est déjà étrange qu'ils versent une subvention sans même qu'on ait donné au moins un devis au moment où on monte le dossier, puisque s'ils nous versent une somme, c'est qu'ils avaient forcément un estimatif des travaux, j'imagine. Après, c'est vrai qu'on regrette, j'imagine tous autour de la table, en tout cas nous on regrette que l'entreprise locale n'ait pas pu se positionner, et notamment par rapport au délai du dossier. Alors ma question est la suivante, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de demander à la DRAC de décaler les travaux et de pouvoir justement permettre aux entreprises de mieux s'adapter au délai pour peut-être choisir une entreprise locale? Alors Julie, tu peux penser qu'on y a pensé aussi, on l'a fait, mais non, ils sont vraiment rigides. Et le fait qu'on l'ait obtenu, c'est la première fois cette année qu'ils délivrent les subs sans que les travaux aient été réalisés au vu de devis. C'est la première fois. Donc c'est un peu expérimental aussi, parce qu'ils ne savent pas trop finalement comment ça va se passer, mais ce à quoi on ne va pas couper, de toute façon, c'est le contrôle des travaux. Les devis qu'ils ont eus, c'est la somme que vous avez sur la première page. Les modifications que j'apporte, c'est la négo que j'ai eue, qui change, mais on était parti, si on reprend la délib qu'on a voté au mois d'avril, il y avait en gros les sommes. Alors, je vais vous la donner, la délib qu'on a pris, on était tous là. Merci Isabelle, ça c'est une secrétaire de mairie. Rémi Pangot était déjà secrétaire de séance, on était à peu près tous là, donc je proposais au conseil de déposer une demande de sub à la DRAC pour un travail sur un immeuble monument historique pour l'église. Donc on décidait de dépenser la somme pour restaurer le porche et la rénovation des 2 vantaux et le remplacement des 2 portes latérales sur 35 385. Donc on arrive à peu près à ce qu'on a eu sur le maçon et la somme. On a gardé les mêmes sommes, les sommes qui changent aujourd'hui, c'est dû à une négociation qui fait que ça nous coûte un peu moins cher sans perdre la subvention. Puisqu'on avait demandé 10 615,50 €, c'est tombé. Un jour, je vous ai Paulet un matin qui me dit qu'est-ce que c'est que ce 10 615 € sur le compte? Je lui dis c'est la DRAC qui nous a donné des sous, moi non plus, j'y croyais pas. Donc après, quand on les a sollicités, j'ai aussi sollicité le département pour une sub, qui ne nous a pas encore répondu, mais parce qu'ils sont un peu occupés à faire leur commission et tout le bastingal. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Et forcément, comme on verra pour la DETR ou d'autres choses, on fait faire des devis. Et puis après, pour demander aux organismes de subvention un montant, pour savoir à peu près où on va nager.
Et malheureusement, d'autant plus, ils nous l'ont donné en avance, mais en plus en nous imposant des choses. Ce qui au début, je croyais que c'était bien, finalement, c'est pas bien, mais les services de l'État ont dû vouloir changer, ce qui n'empêche pas qu'ils vont passer. Alors peut-être que si ça traîne jusqu'en janvier, il y a moyen de négocier, mais pas plus, quoi. D'un autre côté, j'ai rencontré toutes les entreprises. La plus grosse des deux, pour le montant, ça va pas nuire à sa santé financière. C'était pas. Après, ils auraient aimé travailler sur cet édifice, puisqu'ils sont du coin. Mais on s'est aussi renseigné avec Dominique Derieux et Serge Fournel pour refaire le SAS, puisqu'on a des déperditions énormes de chaleur. On peut chauffer tant qu'on veut, ça passe tout par le SAS. Monistrol ont fait un joli SAS, avec une entreprise locale, un architecte agréé au Bâtiment de France, qui va certainement faire ses 20 logements en Seine-et-Marne. Donc on lui demandera une esquisse, puisqu'avec les Bâtiments de France, et là il y aura moyen aux artistes, parce qu'un artisan c'est aussi un artiste, de se repositionner sur un dossier, ou sur d'autres. Hein. Ils ont travaillé d'autres entreprises sur la halle, ils ont eu un joli marché. Là, je pense que sur la Somme, c'était pas ça qui désolait le plus l'entreprise, c'était de ne pas participer à un édifice local. Mais bon, comme je le répète, hein, le délai nous met dans le pâté. Donc ça veut dire que en fait, donc tu es arrivé à négocier avec 3M pour tomber à 16 500 et quelques. Ouais. Que Desiderata n'a pas voulu travailler sur ce tarif-là. Desiderata, il m'a dit, c'est pas l'argent qui nous pose souci, Ouais. ni l'aspect technique, puisqu'ils ont la qualité, c'est le délai. Il m'a dit, je peux pas le faire. Donc après, ça n'empêche pas qu'on se serre la main et qu'on se parlera dans la rue, mais disons que il n'y a pas de cahier des charges exprès, mais bon, là j'étais porte-parole des finances publiques, et j'étais bien obligé de mettre les deux entreprises au même pied d'égalité avec les 3 critères. En leur disant bien que le prix, c'était pas le principal, mais bon, on n'est pas ennemi de notre pognon, donc si on peut gratter quelque chose, voilà. Mais le délai bloqué. Ok, mais du coup, je veux dire, avec le fait d'avoir baissé quand même qu'après 5000, ça veut dire que de toute façon, les travaux qui étaient faits ou qui étaient proposés par Desiderata, c'est exactement les mêmes qui seront faits par 3M, parce que, bon, on parle des 2 portes latérales, elles sont complètement différentes, elles seront refaites à l'identique ou elles seront refaites, parce qu'elles sont complètement différentes en aspect, hein, que ce soit celle de droite ou celle de gauche. Le travail que 3M va réaliser, c'est le travail qui a été exigé encore une fois par l'architecte des Bâtiments de France. Ce sont des prescriptions techniques très précises auxquelles il s'est plié. La demande faite aux 2 entreprises techniques est la même. C'est reprise à l'identique des parties abîmées, faire en sorte que tous les clous réapparaissent là où ils sont abîmés, en gros pour les portes cloutées, et utiliser une lasure agréée par eux-mêmes, dont forcément l'artisan devra démontrer par un bon d'achat laquelle il a utilisé, qui devrait être agréé par la DRAC. Donc les 2 entreprises n'ont pas été ni favorisées ni défavorisées par les prescriptions techniques, puisqu'ils ont eu les mêmes. Et tous les travaux les pièces qui seront remplacées seront travaillées au préalable en usine, en atelier, pardon. Donc, il conviendra bien évidemment à nous aussi d'être vigilants sur ces travaux, et puis aussi que, de toute façon, la sanction, c'est la DRAC. Puisque si c'est mal fait, donc nous, déjà, la subvention, hein, donc on n'a pas intérêt que ce soit mal fait, et dès les premiers jours de travaux, Dom Durieux et Serge Fournel, puisque c'est un duo inséparable aujourd'hui, et puis en plus, ils apprécient beaucoup aller à l'église, puisque ils y vont de plus en plus pour des travaux. Mais c'est sûr que sur tous les marchés futurs communaux qu'on aura, il faut qu'on s'astreigne à un cahier des charges formel par un maître d'œuvre ou un gros marché ou un petit, pour demander
la même chose aux entreprises, parce qu'après, s'il y a des quiproquos, ils peuvent venir de là. Le prix, c'est pas bien grave, je le répète, sur des édifices comme ça. On a eu un autre souci sur l'acquisition d'un tracteur, où là, on voulait une marque spécifique, donc après, c'est difficile de comparer avec d'autres. Mais sinon, si tout le monde est logé à la même enseigne, il ne faut pas qu'il y ait de personnes défavorisées, ça c'est sûr. J'en profite aussi pour remercier les services techniques qui ont enlevé la marche sur le côté droit, ce qui fait que c'est un peu mieux accessible. Donc là, on a pu le faire en régie, ça nous coûte moins cher. C'est sûr que là, on va être vigilant, même sur le démontage qui est fait à l'intérieur de l'église, c'est nos services. J'espère qu'ils n'ont rien cassé. Et puis, on invitera tous les gens qui veulent faire des dossiers à revenir en faire pour les prochains. Il y aura d'autres marchés. Et la vie ne s'arrêtera pas aux portes de l'église, heureusement. Mais c'est sûr que la vigilance, sur tous nos travaux, doit être ferme. Et on le voit sur nos travaux de voirie. C'est Serge Fournel qui fait l'étude technique. Ils sont tous logés à la même enseigne. Ils les amènent sur les chantiers. Ils entendent toutes les mêmes choses. Là, les deux entreprises ont eu la même chose aussi en prescription. Alors après, la concurrence, ça a ça de bon sur le tarif, sur la qualité du travail. Nous, on n'est pas menuisier, mais ça se verra tout de suite. Donc, on compte sur le bon suivi, la bonne foi des entreprises, et puis, comme je l'ai dit, sur la sanction de la DRAC. Oui, puis on a quand même fait appel à quelqu'un qui nous a été recommandé, parce que nous, c'est quand même, enfin, pas n'importe quelle entreprise qui travaille sur les bâtiments de France, enfin sur les bâtiments, les monuments protégés, quoi. Donc c'est sur leur recommandation, parce qu'on connaissait pas plus 3e que on connaissait pas. D'autres questions? Donc je vous propose d'attribuer la rénovation des portes de l'église à Michael Morel pour 16 540 € hors taxe. Y a-t-il des abstentions? Des voix contraires? Je vous remercie. Donc après, comme tout le monde l'a vu, le carrefour, toujours suivi par la doublette Durieux-Fournel, avance bien. Donc les façades devraient être pratiquement finies la semaine prochaine. Les bétons des Algues vont bientôt arriver sur la partie en face du parking. Et les espaces verts là, sont pratiquement en cours de finition. Et donc, au niveau de l'éclairage, comme d'habitude, on est en collaboration avec le syndicat d'électrification, qui est notre partenaire, donc qui nous finance toujours à 45%. 45, donc il nous reste 55. Bon, dans l'autre sens, c'était pas mal, mais bon, c'est déjà pas mal. Ils nous ont aussi fait un SIG qui nous permet d'avoir un référencement de tous les luminaires qui sont abîmés, ce qui est un confort de travail pour quand il faut les réparer. Et donc là, juste pour simplifier l'explication, je ne rentre pas dans le détail technique, le lampadaire qui est à côté de chez Charon reste. Celui qui sera vers la crosse sera double, donc il éclairera à l'intérieur du parking et sur la voie. Et celui qui était anciennement vers l'espace vert, après les calculs savants de Bouygues Énergie, vu qu'il y en avait de partout, il a été décidé de l'enlever, de mettre un boîtier pour mise en sécurité. Toujours à nous de voir après usage s'il manque de l'éclairage ou pas. Il a été aussi prévu un emplacement pour mettre un sapin. Tant qu'on y était, c'est un trou à faire avec un regard. Donc tout ça pour 2882,24. Donc c'est pas trop cher, mais enfin on fait pas tant de boulot sur l'éclairage. Il nous resterait 1585,23 €. Il y a des questions? Demandez pas d'abstention, pas de voix contraire pour ces travaux en collaboration. Merci. On leur réglera. Et puis de toute façon, le lampadaire sera installé très prochainement, notamment le double. Et en plus, j'en profite pour ajouter que ces lampadaires, enfin comme tous les nouveaux qui ont été installés dernièrement par la commune, sont équipés de LED.
Donc après, c'est le moment de demander de l'argent à l'État, en termes de DETR, ou pas d'ailleurs, il y a des communes qui souhaitent ou pas en demander. L'année dernière, on l'avait mis sur ce même carrefour. Donc je pense que tout le monde a étudié la notice technique par rapport à où on a le droit d'en demander. Alors certains mettront du matériel, d'autres de la revitalisation du centre-bourg. Et la question, à mon avis, sur ce... Enfin, c'est mon avis personnel, c'est de se poser la question sur notre patrimoine. Donc on a vu que là, elle est toute neuve, tant mieux. Le carrefour et la mairie s'embellissent. Mais on s'est dit quand même, après avoir visité toutes les installations, que notre gymnase, je dirais même surutilisé, par nos collégiens, par nos écoles, par nos assos, était pas dans un état formidable. Par contre, très utilisé et très utile pour la commune. Et puis Saint-Didier tire son dynamisme et sa richesse par ses collèges, notamment. Donc l'idée, c'était de chiffrer pour voir ce que ça représentait, parce qu'une DETR, vu que c'est un pourcentage, entre 20 et 30% pour l'État, de le mettre sur l'acquisition d'une tondeuse à 10 000 euros, ça, à mon avis, ça sert à rien. Par contre, on s'est posé la question sur la rénovation de toutes les menuiseries. Donc là aussi, il y aura un joli chantier de toutes les menuiseries du gymnase, la salle omnisport, etc. D'éventuellement aussi, vu les journées portes ouvertes que c'est là-bas, d'y mettre des badges, comme ça on sait qui c'est qu'il y a dedans et quelques alarmes, de refaire les sols des 2 salles polyvalentes, de reprendre leur chauffage aussi, parce que c'est pas brillant, je l'ai vu l'autre fois au classe 101, les toitures de la petite salle polyvalente et de tous les vestiaires de la salle omnisport, avec probablement un renforcement de toiture et du panneau sandwich qui permet de faire des économies thermiques, et les façades de derrière, qui sont pas très belles. Tout ça, ça nous représente, avec des devis, hein, c'est après, de toute façon, vu la somme, il y aura maîtrise d'œuvre et marché, hein, donc correctement encadré, pour 266 300. Donc on peut espérer une DETR, j'en sais rien, entre 20 et 30%, dans le maxi. Mais la négociation ne s'arrêtera pas là, puisqu'on va solliciter le département dans le cadre de... Enfin, c'est des convictions, après ils font comme ils veulent. Dans le cadre de sa compétence collège avec nos 1100 collégiens, je pense que par rapport au taux d'utilisation et d'usage, il est au moins normal de leur demander, donc, en espérant qu'on arrive le plus possible, pas des 80%, mais des 50%. Donc la proposition porte sur tout cet élément immobilier quand même qui est utilisé pas que par les collèges et les écoles, mais par une 50aine d'assos. Carnaval, le concert celtique, etc., etc. Et c'est une partie de notre patrimoine qui mérite un coup de rénovation, parce que, allez-y, hein, vous verrez. Après, le choix, il aurait pu se porter sur d'autres choses. Mais il faut bien faire des choix, puisque on est là pour ça. Ouais, Manu, une petite question, puisque en parlant de là-bas de l'ensemble du gymnase, je pense moi au niveau du chauffage, au niveau de production d'eau chaude notamment, une réflexion sur panneaux solaires ou autre, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable ou pas? On va probablement lancer, enfin Martine va en parler tout à l'heure, on est dans les grandes... La société française, même si c'est pas nous qu'on pollue le plus, contrairement aux Chinois et à l'Asie, en plein changement politique radical sur l'air, l'énergie renouvelable, les voitures, etc., etc. Enfin Martine en parlera tout à l'heure. Donc je m'avance un peu, mais globalement on s'avance vers une étude énergétique sur les bâtiments communaux au niveau de la Comcom. Ce qui fait qu'on bénéficierait d'un tarif de groupe pour l'étude, donc on y mettrait la mairie, le gymnase, enfin toutes nos structures publiques. Et je pense que ça serait bien de profiter de cette aubaine pour justement voir... parce que à mon avis, si on met du solaire sur la grande surface qu'on a, ça nécessitera un renforcement de la charpente. Ce qui n'est pas idiot hein, d'en mettre. Hein. Après, il faut regarder le calcul de l'amortissement et du retour de ce que ça rapporte. A priori, c'est bien exposé, ça rapporterait. Mais je préférerais qu'on avance, du coup, vu qu'on s'est un peu positionné pour être d'accord avec la Comcom, qu'on n'avance pas tout seul sur ce dossier. Mais que suite à cette étude, justement, on ait une décision collégiale pour décider, par exemple, ce type d'installation.
Une question du coup sur ce projet. En l'occurrence, le dossier, je l'ai effectivement lu. On peut en déposer 2. Donc là, le choix est fait d'en déposer qu'un, si j'ai bien compris. Et effectivement, la question énergétique, elle revient systématiquement dans les fiches actions, sachant que si le dossier passe en TSIL, il n'est pas en DETR, je suis désolée pour les... Mais si le choix est fait de passer en TSIL, et si on avait un diagnostic énergétique avant, on aurait un bonus. Donc est-ce que ça vaudrait pas le coup de passer, nous, un diag énergétique avant et de proposer ce dossier-là avec un bonus énergétique, le cas échéant? Parce qu'effectivement, je pense que c'est une passoire et que de toute façon, le résultat du diagnostic énergétique sur les bâtiments fera en sorte qu'on pourra bénéficier d'un bonus sur ce dossier-là qui coûte quand même relativement d'argent. Si aujourd'hui on le vote, c'est qu'il sera au budget 2022, là. Donc on entame déjà un petit peu la prépa budgétaire à ce niveau-là. Et du coup, l'autre question, c'est est-ce que la Comcom va le déposer dans le cadre des dépôts DETR cette année, ce diagnostic, ou est-ce qu'ils vont le financer en autonomie, quoi? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, parce que je pense qu'il faut faire attention aussi. La première chose, c'est de déposer pour avoir de la sub. Parce qu'il y a certains élus qui font comme ça, mais des moments, c'est un jeu... Enfin, il faut voir le rapport. Parce que déposer pour avoir de la sub, bassin bassé, fera peut-être pas de dossier de DETR, parce qu'ils n'ont pas de trésorerie. Sur l'énergie, c'est sûr qu'on aura, mais déjà, la salle Omnisport est équipée de panneaux sandwich, et dans le projet, là, c'est d'équiper la petite salle polyvalente et l'autre façade de panneaux sandwich. Donc en performance, on y sera. Enfin, dans les dépenses énergétiques. Et la Comcom va se mettre cette étude sur un projet DETR. Alors politiquement, vu qu'on s'engage plus ou moins à y aller, je préférais qu'on reste dans cet état d'esprit communautaire. Et en plus, ce qui nous resterait à bien isoler, c'est le grand gymnase. Et c'est en plus là où tu peux mettre des panneaux photovoltaïques. Donc à la limite, si on le faisait plus tard, c'est pas gênant. En plus, on ferait un joli groupe peut-être groupé, en TSIL ou en DETR, avec la Comcom. Et effectivement, ça impacte le budget, mais l'État nous demande de déposer avant le 1er décembre. Donc c'est forcément que ça influence le budget. Mais moi, ça me fait pas peur. Enfin, ça me dérange pas si c'est des dépenses publiques pour du patrimoine public. Et en plus, avec une utilisation publique. Et c'est sûr que sur l'énergie, il faut avoir un gros débat qui a commencé. Mais pas que sur le gymnase, je pense. Parce qu'on a d'autres bâtiments, enfin d'autres édifices publics qu'il faut mettre dedans. À mon avis, il faut faire toute la commune. Et après, dans les années futures, faire des choix en fonction de ce qu'on choisira de rénover au niveau thermique. Et du coup, juste pour terminer, effectivement, déposer des projets pour les déposer, ça n'a pas de sens. Donc là, c'est un projet structurant. Dans les guides, il y a aussi effectivement de l'achat de matériel. Est-ce que pour l'année prochaine, les services techniques, notamment sur le matériel de déneigement, ils auront des besoins parce que c'est ouvert cette année et c'est aussi ouvert sur la voirie communale. Et j'imagine qu'on a des programmes de voirie chaque année. Donc est-ce que ça vaudrait pas le coup de balancer un petit peu de voirie communale en numéro 2, puisqu'on sait que normalement, c'est des dépenses, j'allais dire, récurrentes de la collectivité? On peut le mettre. La décision, elle n'est pas arrêtée, c'est une bonne proposition. Après, souvent, le deuxième, tu as 0. Donc c'est pour ça que, avec Isabelle, on avait conversé d'en mettre qu'un, mais on peut mettre de la voirie communale, c'est pas un souci. Et puis, en réflexion par rapport à la DETR, j'ai essayé aussi de réfléchir à notre plan de mandat, qui parle de tennis couvert, de centre socioculturel, donc ça fait 2 années, donc après, il resterait, après cette année, une autre année, où effectivement, les services techniques ont potentiellement des gros investissements sur les 2 véhicules les plus lourds. Enfin, vous verrez ça en commission avec Dominique, qui vous fera un état du patrimoine matériel aussi. Et c'est sûr que moi, ça me dérange pas qu'on mette un deuxième show. Puisque j'ai demandé à Serge Fournel qui chiffre des voiries pour un plan triennal ou quadriennal ou quinquennal, pour qu'on sache déjà quoi répondre aux administrés par rapport où on fait. On a par exemple le lotissement du stade. Si on suit la logique des constructions de Saint-Didier, après les Castors et la Bessonnière, c'était Champs-Verts, ça a été un peu travaillé. Enfin, il y a des réseaux aussi à faire. Après, c'était le stade. Après, Saint-Roch, les Adrets, enfin, etc. Donc, si ce soir, ça dit à tout le monde de mettre un... On peut, Isabelle, mettre un show de voirie, ça me dérange pas du tout. Pour le deuxième show.
Sachant que si on n'a rien, et ben, sur le budget, on mettra la totalité. Et s'il y a la bonne surprise, parce que ça arrive, mais c'est très rare qu'il y ait un deuxième shot financé, et ben, il sera le bienvenu. Tu le notes? Ben, disons qu'on avait pensé mettre dans l'ordre des 80 000 euros annuels, pour aussi privilégier notre patrimoine de voirie et pour pas trop le laisser en désuétude. Si cette somme ou on la met tout de suite. Hein. Donc, faut pas trop non plus mettre tout dans la voirie, puisque les autres adjoints seraient pas contents. Donc je récapitule depuis le BEDU. Donc on proposerait en DETR en choix numéro 1, gestion des entrées dans le complexe sportif et rénovation générale pour 266 300 et en deuxième choix 80 000 euros pour les voiries, sachant qu'après tous ces projets seront soumis à marché public avec les règles des marchés publics pour chaque lot et pour chaque corps de métier. Ça vous va? Pas d'abstention, pas de voix contraire. Je dirais juste merci pour Saint-Didier-en-Laye. Vu que c'est du patrimoine qui appartient à tout le monde, je peux dire merci pour tous. Allez, on va faire un petit tour de table et je conclurai par 2-3 bricoles. Donc, on va commencer par Bruno Dufantil qui a des choses à dire. Ouais, enfin des choses un petit peu, ouais. On a parlé beaucoup de l'AL, donc moi je vais parler carrément de l'ouverture, hein, puisque maintenant on a eu la commission de sécurité, grâce à notre brave bureau de sécurité Veritas qui nous a bien rempli tous les papiers, et où on n'a pratiquement pas de réserve, et même pas, et où on a l'avis favorable de ce bâtiment. Donc il va être ouvert à partir du 15 pour les associations. Donc je vais recevoir les associations qui ont fait les demandes. Donc notamment il y a l'accordoniste, il y a Eldance, il y a le Croms, il y a le Gym Club, qui est l'ex-Gym Club des aînés, donc c'est le Gym Club. Il y a l'Olympic Gym, il y a le Scrapbooking, et puis il va y avoir Madame Gaglio aussi qui va intégrer un peu la salle d'exposition pour proposer des cours, parce que dans son local, c'est un peu... il n'y a pas trop de chauffage et le toit commence à tomber en lambeaux. Donc voilà. Donc je les reçois et puis je vais leur donner leur badge et puis leur expliquer le fonctionnement qu'on souhaite sur ce bâtiment qui est vraiment tout neuf. Et un petit peu comment on voit le règlement, le règlement qu'il faudra suivre, non pas pour faire du flicage, mais c'est pour le maintenir en bon état. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Après. C'est Blachot. Jules, les classes en deux, non, t'as rien à dire? Pas cette année? Françoise? Monique? Oui, moi je voulais juste vous parler du Téléthon. Vous avez dû voir que le Téléthon repartait sur Saint-Didier, ça sera le 27. Donc on a commencé aujourd'hui à vendre des soupes aux choux, des tickets de tombola, ça a plutôt bien marché. Voilà, il y aura beaucoup d'activités le 27, le matin sous la halle. Il y aura un départ de course ou de marche ou de VTT. Enfin voilà, c'est un petit parcours de 3 km qu'on peut faire avec des enfants. Il y a du yoga aussi. L'après-midi, ça sera à l'espace Régis Vidal où vous aurez... du tennis radar balle, c'est la force des balles qui est mesurée. Il y aura aussi un départ de marche de 6 km et un départ VTT, tout ça à partir de 2h30 au stade de la Pêchoire.
Et le soir, il y aura, si on avait prévu un lâcher de lanternes, ça nous a été refusé par la préfecture. Donc on pourra vendre les lanternes sans faire lâcher. Voilà. Et le soir, il y a une soupe aux choux. Il y a une soupe aux choux qui est prévue en pré-vente. Donc on a des associations, on a quelques associations de syndiqués qui nous aident. Oui, oui, la soupe aux choux, c'est au cerf. Je sais pas, vous aviez vu les flyers, les pubs, tout ça? Oui. Oui, en fait, c'est un peu l'essentiel ce soir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur le Téléthon. Venez nombreux, faites des sous. Oui, en fait, voilà, c'est de faire de l'argent. Hein. Il n'y a rien de cher, le tout, c'est que... Pourvu que la soupe soit bonne. Elle sera bonne, et copieuse et pas chère. Après, Juste une petite précision, les soupes seront à emporter, donc il faudra apporter les contenants. De rien. Oui, moi je voulais intervenir sur deux dossiers qui sont en cours, sur le plan climat, air, énergie territoriale, qui a été lancé par le Pays de la Jeune-Loire et qui fait écho donc aux questions dont on a parlé tout à l'heure, notamment là sur des panneaux photovoltaïques en toiture du gymnase. Donc ce plan climat, énergie territoriale, qui s'appelle PCAET, en fait, comme on utilise l'acronyme tant qu'on peut... quand il s'agit de ce domaine-là. Il a été lancé par le PETR, donc avec ses 5 communautés de communes, et pourrait aussi, en fonction des bonnes volontés, être complété par une démarche TEPOS, territoire à énergie positive. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là et on s'est penché d'abord sur le PCAET. La réunion de lancement, elle a eu lieu le 14 décembre 2020 avec Mosaïque Environnement qui a été sélectionné par le PETR. On a fait un petit jeu d'atelier partagé où avec des gommettes et des trucs, on fait part de ses préoccupations, on dit comment on voit notre territoire à l'horizon 2050. Et de ça, le bureau d'études a tiré des premiers éléments de diagnostic qui ont été présentés en comité de pilotage le 21 octobre. Alors, la démarche PCAET, c'est un document de planification, hein, tout comme l'est le PLU, sauf que voilà, c'est sur la transition énergétique du territoire et l'adaptation au changement climatique. Il comprend donc un diagnostic, une stratégie et des plans d'action. Et précisément dans les plans d'action, ça peut être des actions comme équiper les bâtiments existants avec des panneaux solaires en toiture ou même apporter des contraintes pour les constructions neuves surtout. Donc à travers le règlement du PLU, on peut par exemple imposer des panneaux photovoltaïques en toiture dans les zones industrielles où souvent on a des bâtiments qui ont des emprises importantes. On n'en est pas là. Donc, mais ça, ce sera potentiellement dans les actions. Donc, le diagnostic, il a été réalisé et présenté. Donc, à partir des petites fiches là qu'on avait complétées et puis de toutes les études qui sont disponibles. Les éléments donc du diagnostic, elles ont porté sur la consommation de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, sur le secteur résidentiel, le secteur industriel, les transports et le secteur agricole. Sur la production d'énergie renouvelable, on est quand même pas mal concerné. Alors au-delà des panneaux photovoltaïques aussi, on a l'énergie bois qui, sur le Pays de la Jeune-Loire, peut-être pas précisément sur Loire-Semaine, mais sur d'autres communautés de communes comme les Pays de Montfaucon, un potentiel quand même qu'on peut utiliser. Le diagnostic, il a donc porté sur les réseaux d'énergie, la qualité de l'air, les puits de carbone. Là aussi, quand même, on peut peut-être arriver à la neutralité carbone si on bousille pas trop les puits de carbone dont on dispose. Et puis, le diag, toujours, il a porté sur la vulnérabilité au changement climatique. Donc, il a été présenté le 21 octobre. Et puis, le 4 novembre, on a eu un premier atelier
de type forum pour des pré-stratégies en fait. Donc ça, ce travail va se poursuivre. Il va se poursuivre donc à l'aide de cette présentation qui a été faite le 4 novembre et aussi à l'aide des questionnaires qui sont mis en ligne actuellement sur le site du PETR de la Jeune-Loire et que tout un chacun est invité à compléter. Alors il y a 3 types. Il y a un questionnaire grand public pour les citoyens, un à destination des entreprises et un pour les associations. Donc une fois que le bureau d'études aura assimilé tout ça, on pourra commencer à proposer des stratégies. Et dans ce cadre, il y aura 2 forums stratégiques qui seront proposés en 2022. Et après, on passera à la phase plan d'action avec vraiment des chiffres et des objectifs chiffrés, quoi, et des moyens aussi, par exemple, à travers le PLU, d'imposer des toitures avec des panneaux photovoltaïques sur les constructions neuves ou même aussi sur l'existant. Donc ça, c'est pour le plan climat, air, énergie. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Ah oui, pardon. Pardon. Non, parce que hier soir, j'ai essayé d'écouter à distance le conseil communautaire et à un moment, vous êtes intervenu. Alors, j'arrivais pas à tout comprendre sur quel sujet vous parliez à propos d'une présentation et où le président a conseillé notamment d'en faire part à tous les élus et peut-être aux habitants aussi. Alors, je ne sais pas si c'était exactement sur ce sujet-là que vous aviez échangé. Non, moi hier au conseil communautaire, j'ai présenté l'état d'avancement de l'étude sur l'attractivité des centres-bourgs. Et c'est Claude Vial qui a présenté le PCAET. Et c'est vrai qu'il avait oublié de parler du questionnaire et je lui l'ai glissé. Ouais, c'est ça. Mais il est bon de rappeler qu'il faut inviter toute la population à voter, puisque souvent les associations environnementales ou autres ont l'impression de se sentir incomprises, alors que là c'est vraiment l'affaire de tous, l'environnement, et l'adresse c'est le site du PETR. Pour les associations environnementales, au premier forum pré-stratégique, il y avait quand même 2 représentants de Saint-Didier d'ailleurs, qui faisaient partie d'une association environnementale qui ont participé à ce forum. Parce que là on a la chance de pouvoir voter avant, c'est bien, parce qu'il y aura de grosses contraintes dans les années à venir. Donc s'il faut que les citoyens complètent ces questionnaires, ça serait quand même bien aussi que les élus pas montrent l'exemple, mais enfin bon. Et puis je voulais parler aussi de la campagne d'adressage qu'on a donc lancée sur la commune. Il faut que je retrouve mes notes. Voilà. Donc oui, on a commencé à travailler là-dessus. On a fait appel à un bureau d'études qui est de l'APT, Carto des Sucs. Donc on est nombreux autour de la table à avoir participé à la réunion de lancement, déjà parce que compte tenu de la superficie du territoire, Saint-Didier s'est vraiment étendu. On est la 2e en superficie de la comme Loire-Semaine. Et donc, le travail est assez important. Du coup, on a décidé de confier ce boulot-là à 2 commissions. Donc, la commission urbanisme et tourisme et aussi celle des travaux de Dominique. Donc, on s'est tous réunis et à partir du travail qui avait été élaboré par Carto des Sucs, qui avait fait 10 planches de plans où il avait représenté 103 voies qui ne sont pas nommées sur la commune. Il y a 103 voies manquantes. Donc on ne savait pas trop comment se le répartir sur les 2 commissions. Donc on est parti du principe de prendre les secteurs, les plans de secteurs qui avaient été utilisés pour le recensement. Donc des 10 plans de Carto des Sucs, ces voies elles ont été reportées sur les différents secteurs et réparties aux gens qui étaient présents lors de la réunion où on a décidé de la démarche. Alors ça fait 7 secteurs, aujourd'hui il y en a 6 qui ont été attribués, donc il y en a encore un qui cherche preneur. Et donc le travail va consister à sillonner le territoire pour, dans un premier temps, nommer ces voies. Donc il faut, avant de commencer, qu'on puisse récupérer les fichiers de nom de voie des autres 4340. Donc on a obtenu Saint-Victor. La CEOV, ça traîne un peu, mais il faut dire pour à leur décharge, ils ont lancé la démarche
peu de temps avant nous. Et d'ailleurs, on a pris le même bureau d'études hein, pour justement procéder de la même façon. Donc, dans un premier temps, il faudra nommer ces 103 voies et dans un deuxième temps, il faudra les numéroter. Alors, il y a deux principes de numérotation. Il y a la numérotation continue qu'on connaît tous en centre-ville où on passe d'un numéro, c'est une suite numérique tout à fait traditionnelle. Et puis, il y a donc une autre forme de numérotation qui est plus linéaire et qui... On rencontre plus ce type de numérotation en dehors des bourgs, quoi. Et c'est donc une distance qui est calculée à partir d'un point zéro qu'on définit. Et c'est pas mal aussi parce que quand on a des terrains à bâtir qui sont pas bâtis, ben au moins ils ont une adresse déjà. Alors, il y a donc 103 voies à nommer, à numéroter. Le bureau d'études a aussi trouvé 770 numéros qui manquent. Et puis, on a une multitude d'anomalies, mais alors d'une complexité quand même rare, que là aussi, il faudra bien trouver comment les résoudre. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur sur l'adressage, et peut-être compléter aussi par le fait qu'on va faire une réunion de concertation pour déjà dire où on en est. Ça sera le 28 janvier à 18h. Et on verra à quel point on est arrivé, puis on expliquera aussi cette démarche plus globalement, à tout le monde, je veux dire, et pas seulement en conseil. Et pour compléter aussi, en attendant, il y a un article. En attendant, il y a un article qui a été publié sur le site de la mairie, voilà, qui explique toute notre démarche. Donc c'est pour déjà en amont informer la population. Sans attendre le 28 janvier. De toute façon, ils voient passer les gens et c'est normal. Hein, les administrés demandent ce qu'on fait, pourquoi on est là. Donc voilà. Merci Martine pour toutes ces précisions. Monsieur Durieux, tu as quelque chose à dire? Je vais faire suite à ce que dit Martine pour le 28 janvier, donc cette fameuse réunion publique. Et pour le coup, c'est pas pour le coup parce que je l'avais envisagé, on aura une commission de travaux pour ceux de ma commission pour finaliser le sens de circulation et pour pouvoir l'exposer à ce moment-là, le 28 janvier. Donc j'avais entrevu plus ou moins une date, je peux vous la communiquer vite fait, pour ceux de ma commission bien sûr. Donc si c'est possible, j'avais envisagé donc en janvier. C'est dans les débuts, hein. Je l'ai prévu le 11, c'est un mardi. J'ai laissé passer la semaine du jour de l'an un petit peu, je me suis dit on va pas brusquer. Donc j'avais envisagé l'autre semaine d'après, donc le 11. Voilà, c'était tout pour moi. Merci Dom. Vas-y. Donc, le 28 janvier, il y a l'adressage, il y a le sens de circulation de Dominique, et il y aura aussi la réunion de concertation sur le PLU qui sera organisée par le bureau d'études. Allez, on passe à Madame Bessette. Pas grand-chose ce coup-ci, juste aussi une information par rapport à la commission école. On fera une réunion le mercredi 24 novembre à 20h30 pour calculer le forfait communal pour le LOGEC, donc le coût d'un enfant d'école publique, et puis pour la mise en place du conseil municipal des jeunes. Là, les collèges ont été sollicités à la rentrée pour que les professeurs de 5e et de 4e expliquent un peu aux enfants le rôle d'une commune et tout. Donc là, on va retourner les voir et puis voir s'il y a des candidats pour le poste de conseiller. Passe à ta voisine. Merci. Mais je vais continuer sur les dates. Du coup, la commission sociale se réunira le 17 novembre prochain, donc à 18h. Et puis, je voulais aussi parler du repas des aînés. Donc, le repas des aînés des plus de 75 ans se déroulera le 1er décembre prochain.
Le plaisir en équilibre, restaurant à Monistrol-sur-Loire, sera chargé des repas et du service. L'auberge Royer ayant cessé son activité. Les décorations de table ont été préparées par les résidents de l'EHPAD Belle-la-Vie. 97 aînés ont répondu positivement et 147 ont préféré des paniers garnis gourmands. Ils seront distribués en mairie le 8 décembre prochain. Voilà. Donc 240 en gros. Oui, c'est ça. Merci. J'ai du coup une question notamment par rapport au Tour de France qui a été abordé hier en conseil communautaire. Est-ce que à Saint-Didier, Saint-Didier a l'intention de faire quelque chose? On a vu que le département allait essayer de bouger. Est-ce qu'il y a des choses qui vont essayer de s'organiser pour mettre en valeur le village? Est-ce que, voilà, j'imagine c'est une opportunité à saisir. Et comment vous pouvez l'envisager pour la journée du 16 juillet, en gros? Donc ça tombe bien que ce soit le président de la Comcom qui l'a annoncé hier, puisque moi, comme d'autres, je l'ai appris par le journal. Maintenant, c'est une version officielle. Donc je crois qu'il faut garder un état d'esprit communautaire, parce que à midi, il sera à Saint-Just, midi et quart à Saint-Didier et midi 20 à la Siove, après la Prévaudir. Donc je crois qu'il faut qu'on se concerte, à mon sens, entre les communes, pour ne pas se marcher sur les pattes en ce qui concerne les animations et les attractions. Ça veut dire que les élus concernés par l'animation des communes ou autres, ou tous ceux qui veulent y aller, devront se concerter, déjà. Et puis après, sur l'embellissement de la commune, je pense qu'il faut qu'on fasse comme Aurec l'année dernière ou il y a 2 ans, faire appel au peuple pour décorer tout ce qu'on peut sur la commune. Donc le rôle de l'élu sera de fédérer un peu toutes les bonnes volontés, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille les 3 communes concernées, parce que comme disait Bruno Marcon, sinon on fait l'apéro à la Siove, faut pas faire le même truc à Saint-Didier, enfin, etc. Mais je suis bien content que... Je crois que la dernière fois c'était en 1956, donc dans la salle il y a 54, donc il n'y a personne qui s'en rappelle. Mais c'est une bonne promotion du territoire, faut en profiter, ouais. Faut pas le manquer. Et ça arrive donc apparemment une fois dans une vie, peut-être 2 pour ceux qui ont de la chance, donc ouais. On va y bosser dessus avec les collègues du 43-140 et du 43-240. Je prends la suite. Juste une petite question. Il y a des travaux qui vont être faits par la Comcom sur un axe assez fréquenté. Voilà, les habitants, enfin en tout cas moi de mon quartier direct, ou le voisin direct, ou autre personne qui habite dans les autres lotissements de Saint-Roch, s'inquiète ou en tout cas s'interroge. Alors moi la question c'est comment les rassurer, parce que c'est vrai que, enfin, surtout le fait d'avoir 2 jours d'interdiction, c'est ce qui est marqué sur le courrier qu'on a tous reçu pour toutes les personnes qui sont concernées, le 18 et 19 novembre, donc comme quoi la Lafayette sera fermée. Alors bon, je sais bien que les travaux, on ne sait pas trop comment ça peut évoluer, mais voilà, question... qu'est-ce qu'on peut dire, ou voilà, comment aujourd'hui on sait comment ça va se passer ou pas, tous ces travaux dans le temps. On sait. Donc déjà, moi je me rappelle quand j'étais adjoint et que cette route communautaire, elle démarre du Vival de la CEOB jusqu'à notre EHPAD, puis après ça redémarre en bas du camping jusqu'au Trèves. Bon, ça c'est des décisions qui se sont faites à l'origine de la Comcom, c'est oreille communautaire. On nous a enlevé des dotations en compensation. On a aussi les zones économiques. Et bon, je trouve que par rapport à quand j'avais suivi le chantier, donc de la tranche qui avait été faite entre le carrefour de l'EHPAD et le stade, où moi j'avais dit qu'il y avait une entreprise de car qui passait et qu'il fallait justement l'avertir. Là, je pense que la Comcom, enfin je peux vous le faire passer, vu que je suis considéré comme vraiment, vu que j'ai lu dans ma boîte aux lettres, a fait le boulot à peu près correctement en informant bien au préalable. Si les conditions météo le permettent, le premier jour c'est le... Combien de Sophie ? 15. Le 15, donc là ils vont commencer par raboter et décaisser. Donc là, juste avant 7 heures, ou même pendant, quelqu'un qui passerait ne sera pas trop embêté. Donc pour rassurer les gens, le matin et le soir, ils pourront passer. Donc il faudra se lever de bonne heure et ils pourront passer, ouais.
Par contre, le jour où on enrobe, on n'y passe pas dans ces horaires-là, quoi. La contrainte est surtout le deuxième jour. Ouais. Et ben, si, le deuxième jour, par contre, faut que tu te gares, je veux dire, tant pis, hein, je vais dire les choses, sur la place Foch, et que tu ailles à pied. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas tirer un tapis d'enrobé et rouler tout de suite. Ben, il faut que tout le monde... C'est exceptionnel, quand même. Rester chez toi. Un jour. Mais oui, ou tu le gardes devant chez moi, c'est pas un souci. Champ vert, faudrait étirer un peu les... Je sais pas, moi ça représente peut-être bien une soixantaine de voitures. Hein. Mais moi j'étais très content que la Comcom fasse ce walk, qu'on a bataillé à Fermière en tranche conditionnelle, en tranche ferme. C'est une fois tous les... qu'il faut faire l'effort, il n'y a pas d'autre solution. Donc les rassurer, sur le premier jour on peut, sur le deuxième, un peu loin de chez toi, ouais. Mais on ne peut pas faire autrement. Alors s'il y a des personnes handicapées ou je sais pas quoi, on fera appel aux sapeurs, enfin on se débrouillera, mais j'espère pas qu'il y en aura. Enfin vous aurez, vu qu'ils ont fait construire, ils sont pas encore trop vieux, ceux qui y habitent. Mais sur le deuxième jour, vous pourrez à mon avis rentrer chez vous le soir, votre véhicule. Ce sera rouvert à la circulation. Oui, c'est ça. C'est sur 2 jours qu'il parlait. Le premier jour. Oui, mais le premier jour, on y roulera dessus. Hein. Mais le deuxième jour, quand ils vont amener les camions d'enrobés et les finishers, là, c'est fermé de chez fermé. Ouais. Mais ce qu'il faut rassurer aussi, c'est que, comme on avait parlé d'une autre fois, on va aussi travailler un peu sur la sécurité de cette avenue. Bon, une fois qu'elle sera, parce que quand elle va être bien lisse et bien propre, donc il y a des passages piétons en plus qui sont prévus, désenrober un peu pour les bas-côtés aussi pour les mettre propres. Donc ouais, comme dit l'expression, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais le deuxième, ouais, faut le prévoir. Je pars aussi sur une réflexion de ralentissement sur Saint-Roch. Donc on va rajouter effectivement, comme dit Manu, des passages pour piétons. Et j'envisage de faire un test déjà, tout de suite après, de faire une sorte de chicane restrictive au niveau de la circulation, je dirais en face de l'entrée du stade. Voilà. Là où s'engagent pas des places de parking, ça gênera pas les places de parking. Et j'aimerais, bon, juste après le virage et la petite montée, là, les faire ralentir pour éviter justement au niveau du stade et tout ça. Donc ils verront la chicane avec les panneaux indiquant qu'ils sont pas prioritaires, qu'il faut qu'ils ralentissent. Et voilà. C'est des tests que qu'on va essayer d'envisager pour ralentir un peu la circulation sur cette voie. Et sinon, je vais m'attentionner aussi à ce que les dodanes soient refaits correctement, sans ces trappes sur le côté qui cassent les voitures et tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à signaler à ce propos. Ok, non, bah, c'est bien. Enfin bon, tu réponds un peu à ma question que j'allais poser derrière vis-à-vis, voilà, justement de la sécurité, puisqu'on avait reçu, il y avait eu un courrier qui avait été justement adressé à la mairie vis-à-vis de la vitesse sur cette partie-là, sur ce tronçon-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va quand même essayer de le garder à 30 km, toute cette partie-là, à 30 km/h. Ah oui, forcément. Hein, ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est simplement, il faut trouver une solution viable à long terme, et pas trop non plus... pas trop gênante pour ceux qui l'empruntent au quotidien, mais quand même voilà, quelque chose de restrictif. Alors on peut envisager plein de choses. Moi je suis toujours preneur de bonne volonté pour les bonnes idées. J'ai envisagé celle-là, on va voir si ça fonctionne. Suite au prochain... voilà. Enfin voilà, enfin moi c'était juste, voilà, pour moi vous l'avez apparemment anticipé, mais c'est vrai que voilà, c'est au final c'est comment bien informer la population. Parce que c'est vrai que ces 2 jours de fermeture, bon voilà, inquiète normalement, donc c'est normal quoi. Donc voilà, bon, c'était surtout ce point-là que je me dis, il faut qu'on fasse attention à bien informer. Mais ce que j'ai dit, vous pouvez le rétribuer à vos voisins,
si la météo le permet, ce qui va se produire. Et moi, je voulais juste souligner le fait que finalement, on paye les pots cassés d'un aménagement du territoire qui est quand même pas terrible, où on a urbanisé assez densément quand même avec 3 tranches des adresses sans prévoir de bouclage de voirie. Voilà. Et le résultat, c'est qu'on est obligé de condamner les accès quand on veut faire quelque chose sur la voie principale. C'est dommage. Et quand vous voulez parler de communication ou de bouclage, pour vous, c'est quoi? C'est une ouverture des adresses sur le CD? Qu'il y ait 2 accès au moins, mais pas un seul, quoi. Enfin voilà, à chaque fois, il n'y a rien qui débouche sur la RD, alors que visiblement, il y a quelque chose qui était prévu en attente. C'est dommage. Ou un autre bouclage, mais un autre bouclage, quoi, justement. En théorie, en cas de gros travaux, oui, c'est des choses qui peuvent rendre service, mais à la limite, c'est valable aussi. Le lotissement de Cailloux, il est enclavé. Hein. Celui de la Murette, on peut faire un tour. Bon, c'est des questions à se poser quand ils se sont faits. Je pense que ceux qui l'ont fait à l'époque, ils se la sont posées. Après, il y avait eu des discussions avec les habitants. Bon, on peut la remettre sur le plateau, cette discussion, mais le département sera peut-être plus ou moins d'accord aujourd'hui en plus. Mais bon, faisons l'effort une journée. Normalement, pendant les 10-15 ans qui arrivent, on n'y touchera plus. Je sais pas, en gros, tu as quelque chose à dire? Bah, peut-être, alors, les illuminations, l'objectif pourrait être, alors il faudra en discuter, mais d'en rajouter un petit peu plus chaque année pour avoir, voilà, on parlait d'un village mis en valeur et les illuminations du mois de décembre contribuent à mettre en valeur notre beau village, comme on dit tous. Voilà. Et donc cette année, il y aura déjà un effort qui sera fait sur la Grand Place avec la pose d'un mât qui permettra de supporter des guirlandes qui partiront sur les façades autour. Voilà, ainsi qu'un sapin qui sera mis en place place Rulière. Voilà, en attendant de faire mieux les années suivantes. Donc, inauguration des illuminations, comme chaque année, le 8 décembre. Et toujours dans le centre-bourg, le marché revient mercredi 17 novembre, comme prévu, après son cheminement par la place Foch, puis par la place du Seigneur, il revient à la halle et autour de la halle. Avec Monsieur Pango, on a vu les forains ce matin pour finaliser un petit peu la distribution des emplacements. Et on a des huîtres aussi le dimanche sur ce beau marché du centre-bourg, un petit peu plus calme le dimanche que le mercredi. Et donc à partir de mercredi 17 novembre, il est de retour à sa place sous la halle. On a aussi justement à la halle le mobilier qui est arrivé vendredi dernier. Le mobilier a été livré, installé, les tables sont montées, elles sont très pratiques, les tables de 2,60 m qui se plient, qui se rangent dans un placard, les nouvelles chaises aussi qui s'empilent, la table en bas, les poufs pour le coin lecture, les canapés dans la mezzanine, enfin tout ce qu'on avait voté en conseil cet été. Le collectif créateur sera aussi dans les premiers à utiliser la halle. Avec M. Dufort de Citre, on a reçu le collectif pour leur laisser la halle 4 week-ends, le 26 novembre, le 3 décembre, le 10 et le 17. Donc pour à chaque fois le vendredi et le samedi et le dimanche pour qu'ils puissent faire leur expo-vente. Donc cette année, ils n'auront pas un local privé, mais un local public dans le rez-de-chaussée de la halle. On a aussi, toujours au niveau de la halle, mais ce coup-ci en extérieur, le 17 décembre, les commerçants, donc l'association 100% Saint-Dide, qui est en train de travailler sur un marché en extérieur, un marché de Noël. Donc on les encourage à réussir cet événement aussi bien qu'ils ont réussi l'événement du 31 octobre pour Halloween. Et puis 2 petites infos au niveau culture, une encore sur la halle avec la première conférence de Madame Muller. Le cycle des conférences reprend après des arrêts dus au Covid, et des conférences déprogrammées 2 fois qui vont avoir lieu. La première le 3 décembre prochain à 18h30 dans la halle, donc c'est musique pour les yeux, comment la musique inspire les peintres. Elle avait été déprogrammée 2 fois,
et elle aura lieu vendredi 3 décembre. Vous êtes conviés à cette conférence. Et puis enfin, le partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne, qui a redémarré, avec, on attend la comédie itinérante, ça a été décidé pour le 18 mars. Et puis les spectacles retour à Saint-Étienne, le premier c'est le 25 novembre, mais là il est complet déjà, toutes les places sont parties, et après il y a d'autres spectacles, il reste des places pour la VAR, Little Nemo et un soir de gala, voilà. Et donc vous avez des tarifs, tout le monde tous les désidérés peuvent bénéficier des tarifs intéressants grâce à ce partenariat. Voilà. Merci M. Polner. Donc je termine ce conseil par vous donner 2-3 informations. Commission Finances le 15 décembre à 18h30. Le prochain conseil c'est le 9 décembre 2021. Et 2 événements qui vont avoir lieu. Donc demain, 11 novembre, donc je compte sur le maximum de personnes pour recommencer nos cérémonies. Celle-là pour le 11 novembre. Et puis le 19 novembre à 18h30, la prise de commandement au centre de secours Vlesmen, où tout le monde sera invité. Et ces 2 manifestations seront soumises aux règles sanitaires en vigueur. Tout le monde a tout noté, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à souhaiter à demain pour ceux qui seront là. Merci, bonne soirée à tous. Merci.